Voilà, pour ceux qui sont sortis ce matin très tôt, il fait frisquer. Et ben, pourtant, les températures vont osciller et vont monter plutôt. Et c'est Mina Ahmed qui va nous le dire. Elle va pas me contredire, n'est-ce pas, Mina? Du tout. Comment ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler donc de ces températures. Alors, on était surpris parce qu'hier il faisait très chaud. Sur Alger, je dis Sur bien. Alger, il fait encore plus chaud aujourd'hui. Et il paraît que Exploser. Profitez, sortez, partez à la plage, buvez beaucoup d'eau et protégez-vous surtout. d'accord. Et les chanceux, ce sont ceux qui vont partir à la plage. Exactement. Bon, tant mieux pour eux. Oui, mais On il faut vous faire écoute. attention au coup de soleil quand même, hein. Voilà, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. En cette début de matinée, on notera un petit peu de brume, hein, quelques nuages bas. On notera un temps plutôt lourd, hein, sur l'ensemble des régions nord. Et puis le ciel restera plutôt dégagé, à partiellement voilé en soirée. On notera quelques particules de sable à partir de cette nuit, notamment sur le centre et l'est du pays. Sur la partie sud, vers l'extrême sud, et le Tassili, le Sahara central, les oasis avec un petit peu de pluie, notamment au sud des oasis, le Sahara central et l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, effectivement, on notera une hausse du mercure avec 42 degrés à Tizi Ouzou, 38 degrés à Alger, 42 à Guelma, 38 du côté de Tiaret, on notera 37 degrés à Annaba, 39 degrés à L'Rouat. Sur les régions sahariennes, on notera 45 degrés et ça sera la maximale. Hassim Saoud, Ain Salah, 44 degrés à Adrar, Ilizi et enfin 43 degrés à Borj, Badji Moukhtar et Nkazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le temps commence à s'améliorer, hein, petit à petit, notamment à Berne ou encore Varsovie. Berlin avec un ciel plutôt dégagé à partiellement voilé. On notera toujours des pluies parfois sous forme d'averses, notamment à Paris, des orages à Londres. Et puis côté Mercure, on notera 32 degrés à Varsovie, 32 également à Bucarest, Athènes, 33 degrés à Rome, 22 degrés à Berne, 22 également à Paris, 15 seulement à Londres, 27 à Madrid et enfin 34 degrés à Budapest. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Pour toutes ces nouvelles. Donc, le week-end, vous avez passé un bon week-end, vous aussi? Oui, Ça j'ai va, essayé. reposer? Tout à fait. Inch'Allah. En tout cas, merci. On vous retrouvera bien entendu à midi, À midi, et 19 19 heures. Et on attend la semaine prochaine. Tout à Inch'Allah. fait. Voilà. Inch'Allah. On vous laisse repartir avec une belle chanson de Hakim Salhi. Avec Ça plaisir. vous dit? Oui. Oui, il chante donc Halawa. On se retrouve juste après ça.
شاء الله ليك انتي حلاوة. Eh bien, on passe le bonjour à Hakim en espérant qu'il sera bientôt parmi nous pour un nouveau clip et surtout un nouvel album. Je sais qu'il est très prolifique. Eh bien, nous allons accueillir comme il se doit chaque jeudi matin. On l'accueille avec grand plaisir. Aïda Mchri, bonjour Aïda. Merci Amel, bonjour. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Vous ne passez pas votre bac, vous. Voyez. Vous n'avez pas d'enfant qui passe le bac non plus. Parce que par ricochet, quand l'enfant passe le bac, c'est les parents qui le passent aussi. Automatiquement, mais par la force des choses, je le passe, oui. Chaque fois. Mais je suis surprise par le nombre de conseils. Tout le monde en parle. Un événement vraiment, il me semble que... C'est un événement planétaire, hein, de toute façon. Voilà. Tous ceux qui ont la possibilité de passer leur bac et surtout la chance de passer leur bac, c'est une expérience aussi très enrichissante. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-être ce qu'on pourra apporter aujourd'hui, c'est de parler en généralité et inviter les familles qui n'ont pas justement des enfants ou des élèves qui passent cette année, de se préparer, de se projeter, de comprendre un tout petit peu le phénomène, comment vraiment rattraper, comment vraiment vivre la construction. C'est le stress qui commence dès les vacances d'été. Moi, je crois que c'est la construction, comment vraiment s'inscrire dans l'éducation de nos enfants, dans l'apprentissage de nos enfants, comment vraiment se projeter comme ça pour avoir les meilleurs outils, apprendre à leur offrir et puis les accompagner surtout. C'est ça. Et c'est ça le vrai apprentissage. Bien sûr. Et bien entendu, la gestion du stress. Aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes se penchent sur cette gestion du stress, que ce soit au niveau donc, des petites écoles ou au niveau donc, de l'emploi, la recherche d'un emploi et bien entendu les examens. Oui. Mais le stress a pris le dessus. C'est comme ce qui n'était pas visible avant ou ce qui était un peu rare. Aujourd'hui, voilà, ça se vit en communauté, amplement. Donc, on a des crises de nerfs, on a des boules d'angoisse, on a des évitements, on a des gens qui souffrent énormément, on a une parole, on a un verbe qui est très lourd comme ça, à travers les professionnels, peut-être les enseignants qui sont là, les mamans, les papas, les témoignages des jeunes, tout ça. Alors, à quel point on peut vraiment vivre ça. Moi, je suis déjà contente et heureuse parce que pour une fois, on s'installe face à ces émotions humaines. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on parle de ces jeunes, on parle d'eux-mêmes, on parle des émotions. Des révisions. Et déjà, des jeunes qui se tirent les cheveux parce qu'ils n'arrivent pas finalement au bout de leur révision. C'est ça l'épreuve de vie, c'est ça le plus important. C'est le copiage, alors là c'est radié, hein. Faites très attention. Tous ceux qui seront pris en train de frauder, ils seront radiés 5 ans ou plus, je ne sais pas, en tout cas pour faire attention. Alors ça c'est sympa, hein. Bac, bien gérer le stress, tu révises. Ça c'est la maman qui s'inquiète et c'est elle qui passe le bac. Je gère bien le stress, enfin celui de ma maman surtout. Voilà, je suis encore là, hein, submergée par tous ces livres, ces bouquins et tous ces accessoires qui permettent donc de réviser. Mais aussi, il y a une bonne méthodologie comme ça, là où il y a les fiches de lecture, là où les gens se préparent merveilleusement bien. Donc, il faut vraiment revenir à l'événement lui-même, revenir à comment vraiment vivre l'expérience. C'est ça l'extraordinaire. Ce n'est pas que le technique, que le mental. Voilà. C'est l'expérience en elle-même. En elle-même. C'est vrai que quand on n'a jamais passé le bac, on se dit comment ça va être. Là, je vais être assise, donc sur ma table, il y aura donc mon nom, il y aura mon numéro plutôt. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que je vais trouver ma classe? Parce que bon, aujourd'hui, il y a des changements. On passe pas dans les mêmes lycées, donc c'est un stress supplémentaire. Absolument, mais aussi de l'intérieur, c'est comment vraiment vivre l'épreuve, être là, assumer, et on revient tout petit peu à nos outils. On a bien pris l'habitude de parler d'avoir confiance en soi. C'est comment vraiment revenir à s'imposer, lutter, combattre ce phénomène de l'intérieur pour pouvoir s'inscrire, comment on peut vraiment penser à notre corps. Ça, bien dormir, ne pas faire de nuit blanche, éviter aussi tous ces excitants et prendre des vitamines.
vitamines, bien manger. J'ajouterais, si vous parlez de vitamines, moi j'ajouterais éviter aussi tout ce qui est tablette, réseau, lumière bleue, là, qui excite un peu plus, qui démunit, fatigue, tout ça. Mais voilà. Tout le monde en parle. C'est vraiment quelque chose là où c'est sur la table. C'est vraiment tous les professionnels, les mamans, papas, aujourd'hui, ils savent un tout petit peu comment accompagner. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse un tout petit peu, c'est ce phénomène qu'on vit de l'intérieur et probablement qu'on ne s'arrête pas pour voir que c'est important de pouvoir inscrire nos enfants pour qu'ils puissent vraiment vivre les choses d'eux-mêmes et puis de compléter, de voir qu'est-ce qui manque au juste. Parce qu'aujourd'hui, s'il s'agit d'un réglage dans le temps, il y a des gens qui sont défaillants dans cette formule de temps. Ils ne savent pas combien que ça prend du temps. Ils laissent tout au début de l'année, pendant le travail, ils se préparent uniquement pour la dernière phase. Donc il y a quelque chose comme ça, là où facilement ils peuvent te dire c'est elle, je saurais faire, ne t'inquiète pas, tout ça, mais ils savent pas que en 10 jours, en 3 jours, en une nuit, on pourra pas vraiment lire les chapitres, les leçons, tout ça. Il y a quelque chose comme ça qui s'appelle saturation, là où l'individu ne pourra pas lire, travailler, c'est comme un bourrage comme ça, où il force le corps à prendre le maximum d'eux-mêmes. Moi, je crois que l'apprentissage, il est dans ça. Comment on peut vraiment lire nos compétences, comment vraiment avoir cette technique de pouvoir prendre les choses. C'est comme au repas, hein. On peut bien manger à table, mais se bourrer aussi de plats, tout ça, mais comment on peut manger doucement avec des petites quantités comme ça, nous permettre de digérer et de prendre le temps. La science, le savoir, le travail technique, une bonne méthodologie, c'est celle qui nous permet de comprendre un tout petit peu comment on fonctionne. Exactement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus, il reste que ce dernier week-end, donc le week-end. On dit en général, il ne faut pas trop travailler, il faut s'aérer, au contraire, sortir, profiter pour être en forme le jour de l'examen. Tout à fait. Mais les étudiants, c'est pas ce qu'ils attendent. Hein, pourtant, ils ont tellement peur qu'ils veulent réviser jusqu'à la dernière minute. J'ai partagé un témoignage d'un papa qui était là, impressionné par son fils qui travaillait. C'est comme s'il s'est réveillé avec l'atmosphère des collègues, les groupes, le travail de groupe. Ça motive un tout petit peu. Ce qui manquait motivation avant avec la peur et le stress, là maintenant il le retrouve dans l'ambiance des étudiants, dans la présence de plusieurs cadres au niveau des maisons de jeunes, les bibliothèques, tout ça. Donc il est vraiment impressionné par cette boule d'énergie qui commence vraiment à donner le maximum d'eux-mêmes. Ils savent pas trop. Alors est-ce qu'il faut freiner, leur expliquer que c'est un peu trop tard, vous auriez dû en profiter un peu plus tôt, avant, ou c'est là le centre de la vie? C'est comment leur apprendre aussi que c'est comme ça que ça se vit. La fête, on ne sait pas à quelle joie on peut vivre dans la fête et à quel point, à quel degré, mais c'est la réussite qui nous donne, à force d'être heureux, les larmes aux yeux. Et c'est tellement, on est heureux. On a plusieurs cas, Haïda. Très souvent, vous avez des étudiants qui flanchent et qui craquent. Au milieu de l'année, beaucoup se disent, ça y est, je n'y arriverai pas, je vais abandonner, etc. Comment on arrive à surmonter ce stress? Parce que c'est ça, le stress. Moi, je dirais il faut travailler sur eux-mêmes aussi. Ça, c'est vraiment l'accompagnement. Ce n'est pas la dernière minute comme aujourd'hui. Même si, moi, je crois un tout petit peu à la force de la dernière minute. Il y a beaucoup de gens, la veille, le dernier mois, ils se réveillent et puis ils ont l'art, l'intelligence, la manière, ils ont la sérénité. Et puis voilà, ils ont l'énergie, suffisamment d'énergie pour pouvoir vraiment donner. Mais voilà, il y a des gens, qui craquent, qui s'inhibent, qui reviennent en arrière, qui hésitent. C'est des mécanismes d'évitement qui protègent un tout petit peu la personne. Mais je dirais, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Même s'ils préparent bien, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils savent faire tout ça. Mais est-ce que c'est le nombre de leçons qui les freine ? Est-ce que, par exemple, c'est la salle elle-même, c'est l'atmosphère de la salle? Est-ce que, par exemple, c'est le contact avec les autres parce qu'ils savent répondre sur une feuille, mais pas faire le face-à-face ou l'interrogatoire, l'épreuve verbale? Voilà, affronter. Ils savent peut-être qu'ils n'ont pas la force de communiquer en public. L'hésitation, identifier un tout petit peu au seuil de quel point
cet élève peut s'arrêter. Parce que le plus important dans tout ce qu'on apporte aujourd'hui, ce n'est pas de baguette magique et formule exacte. Il n'y a pas de formule exacte, il n'y a pas une manière de faire. Mais il y a chacun a son souci, chacun a sa propre difficulté. Il y en a ceux qui savent vraiment lire, écrire, rédiger, travailler merveilleusement bien, tout ça. Mais voilà, l'ambiance de la salle, être convient surveillé, voilà, ça leur donne de la peur et tout ça. Travailler sur ça. Et aujourd'hui, disons que c'est un peu trop tard pour pouvoir revenir à leur expliquer comment il faut respirer, comment il faut gérer ces images, tout ça. Mais on peut leur dire, la défaillance, elle est à ce niveau. Qu'ils puissent vraiment vivre, à quel niveau on peut travailler. Et puis s'inscrire, s'accrocher le plus possible. Inviter peut-être les parents aujourd'hui à accepter les choses et puis à comprendre un tout petit peu là où ça va mal, là où c'est pas possible, là où il faut vraiment éviter, identifier les choses et faire passer les choses en douceur. C'est vraiment la veille, donc éviter un tout petit peu tout ce qui peut être conflictuel. Ce n'est pas là qu'on peut leur dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, parce que souvent c'est plus fort qu'eux, ils ne le veulent pas, c'est vraiment, ça vient de l'intérieur, et c'est quelque chose qui les dépasse eux-mêmes, ça devient, si je place parenthèse comme ça devient comme un fonctionnement, parce que même si on change le cadre de l'examen, passer le permis de conduire ou assister à une fête familiale ou vraiment vivre l'événement, il va réagir de la même manière, ça devient comme et c'est mauvais de faire des reproches aussi aux jeunes, aux bacheliers justement, mais leur dire tu n'as pas travaillé, voilà, tu vas pas avoir ton bac, etc. Ça sert à rien. Ben voilà, si ça répare, j'ai du mal à croire que si je le dirais à un adolescent comme ça, il va vraiment rebondir. Je crois qu'il faut vraiment revenir à chercher la motivation, comment je pourrais vraiment le rassurer. Moi je dirais passer le cap, être serein, c'est chercher une stabilité, un équilibre. Ça on peut le retrouver dans notre attitude, dans notre verbe, dans notre manière de lui donner à manger, dans notre regard. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut vraiment travailler. Donc voilà, ça sert absolument à rien de casser, de reprocher, de le culpabiliser, de le pousser, même si ça nous gratte, ça nous Vous avez dérange. envie de le dire, mais bon. Voilà, je ne veux pas déranger, mais voilà, même si c'est très très fort de l'intérieur. Qui veut que ses enfants ne réussissent pas, qu'ils n'aient pas les meilleures notes? Qui veut que... Non, les parents, ils sont là motivés. La réussite de leurs enfants, ça reste toujours quelque chose qui les rend satisfaits. Bien sûr. Mais je dirais... Moi aujourd'hui je ne parlerai pas aux élèves tout ça, parce que vous savez, les élèves ils vivent l'atmosphère, ils vivent le cadre familial, ils vivent un tout petit peu la situation. Ils sont en train de nous accompagner et de vivre ce qu'on peut. Nous, adultes, à travers notre expérience qu'on a vécue, on est en train de leur offrir. Mais c'est pour ça que probablement on n'a pas besoin de parler, on a besoin juste de les rassurer, d'être là, et puis pas les étouffer aussi. Hein, il y en a des personnes qui sont là tellement fort que... C'est vrai. La veille du bac, c'est une journée interminable. Absolument. C'est terrible. Pour ceux qui ont passé leur bac, ils l'oublieront jamais. La veille, vous vous rappelez de votre veille de bac? Et je sais que ça touche directement le sommeil. C'est un peu difficile de retrouver un tout petit peu de sommeil, de se réveiller, tout ça. Mais je dirais... rester dans le lit comme ça, garder le calme, manger bien, prendre une bonne dose d'eau pour pouvoir s'hydrater, avoir la sérénité, travailler sur quelque chose qui peut vraiment nourrir l'âme et nourrir le corps. Mais après, il faut vivre le moment. Voilà, celui qui pourra... franchement, passer son examen comme un jour ordinaire et puis avoir confiance en soi. Même la vibration, mais c'est les bons moments. Qu'est-ce que ça veut dire aussi passer un examen, là on reste indifférent, on sent rien, on est vraiment... C'est la montée d'adrénaline, la peur en ayant sa feuille d'examen entre les mains et commencer à lire le premier chapitre du sujet. Événement à vivre. Je garderai aussi les rituels si on revient un tout petit peu à notre époque et tradition. Le morceau de sucre, là où c'est partagé. Dans la poche. Mais aussi, voilà, qui va donner, c'est symbolique, qui va donner
le goût sucré, mais aussi la facilité, quelque chose qui donne la joie. Gardons ce beau geste pour pouvoir offrir à nos enfants, à nos proches aussi, à nos voisins, aux gens qu'on croise, un sourire, quelque chose qui va leur booster, leur donner confiance, même s'ils peuvent pas, ils savent pas, ils n'ont pas eu le temps. La vie n'est qu'un apprentissage et on va prendre le temps de bien apprendre et puis de vivre les épreuves. Et puis voilà, permettre aux élèves de vivre les choses doucement et de dire que si on l'aura pas, ben c'est une manière de mieux comprendre comment que ça se passe et puis se préparer pour revivre encore l'expérience. Tout à fait. Mais pour et le puis, reste, bien entendu, accompagner donc tout au long de la semaine, hein, parce que c'est toute une semaine donc pratiquement d'examen et de stress, mais il faut ne pas donc s'écouter. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, et tu aurais pas dû faire ça. Tu aurais dû faire ça. Il faut pas se laisser submerger et envahir par ce stress-là négatif. Ça sert absolument à rien de revenir sur ce qui a été fait, l'examen, tout ça. Il faut se projeter. Il faut vraiment apporter ou vivre vraiment les belles expériences dans ce qu'on peut apporter dans les différentes matières. Ça a été prouvé, hein, le fait de partager tout ce qui est angoissant, difficile, négatif, tout ça, ça ne transmet que le négatif. Il faut vraiment, rassurer, partager pour permettre vraiment aux émotions d'être là et puis de dire les choses. Il y a des élèves qui ont une boule d'angoisse, ils peuvent vivre des épreuves difficiles, ils peuvent le dire doucement et puis voilà, marquer le point, mais avancer pour pouvoir vraiment vivre ce qui va venir après. C'est le bon dans notre manière de se projeter. Parfait. En tout cas, merci pour tous ces conseils, Aïda. Merci à vous. Et puis, on souhaite bonne chance à tous ces étudiants qui vont passer, tous ces lycéens, pardon, qui vont passer leur baccalauréat ce dimanche. On leur dit bonne chance, ayez confiance en vous, rassurez-vous, tout se passera bien. De toute façon, c'est une étape à passer, à franchir dans sa vie. C'est absolument génial de pouvoir passer son bac. Et puis, si vous avez la chance de l'avoir, tant mieux. Si vous n'avez pas, c'est pas une fin en soi. Continuez à y croire et passez votre examen encore une fois. N'hésitez pas, en tout cas, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Merci Aïda, et puis on vous retrouvera dimanche. Inch'Allah. Inch'Allah, le 16. Le 16. À l'occasion de la journée de l'enfant africain. Tout à fait. On va parler un peu des activités et témoignages un tout petit peu de le travail qui a été fait au niveau de l'organe national de la protection de l'enfance. Très bien. Puis on salue par la même occasion Mariam Chorfi qui est à la tête donc de cet organe, n'est-ce pas, et qui nous suit régulièrement et qui nous encourage. On sera à ses côtés pour continuer à parler bien sûr de la protection de l'enfance, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci Aïda. Merci à vous. Et puis on vous dit bonne journée, bon courage à vous. Merci. En attendant bien sûr le 16. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre un reportage signé Mariam Moussaïd qui nous emmène à la découverte donc, de cette belle région de Ain Tagourait. Ain Tagourait, anciennement appelée Berar, est une commune de la wilaya de Tipaza. Riche de plages de sable fin et de criques féeriques, Ain Tagourait se prépare tranquillement au démarrage de la saison estivale. Tout commence par le nettoyage des plages, ramasser les déchets et tout planifier pour accueillir les estivants à la recherche de calme et de beauté. Le centre-ville se voit lui aussi donner un coup de lustre et surtout le joyau de la commune, la cascade de Ain Tagourait, qui ravit tous les estivants et touristes de ses eaux cristallines à l'abri des feuillages denses des arbres qui l'entourent. Un travail de fourmi qu'effectue Djilali Djarboua, le maire de la commune. Il veille au bon fonctionnement et à la valorisation et à la réputation nationale de sa commune. Les dernières années, elle a connu quelques progressements, quelques aménagements اللي تدخل في إطار tourisme. الحمد لله يعني عرفت تطور إيجابي وسريع rapidement. Tels que les aménagements اللي خدمناهم au niveau de la cascade اللي شفتوها, les aménagements داخل la ville, les trottoirs, les accès secondaires وكامل, surtout le boulevard Front de Mer. Le boulevard Front de Mer, c'est bon. C'est la vitrine de la ville. C'est la vitrine, bien sûr. Bon, à Tagourait, on a des équipements d'auberge
عندنا un auberge de jeunes اللي يقدر يفتح حتى 100 لي. عندنا لوتيل هذا اللي رانا فيه دركا هنايا سي ان اوتيل اكسترا شباب ليكس اسمه il appartient à un privé. عندنا ثاني دي لوكاتير عندهم دي appartements à louer. نقدروا نقولوا كاع ميم لو نومبر دو لي كاع au niveau de انتيغريت نقدروا on peut recevoir حتى بالك 900 à 950 lits. Destination prisée par les Algérois pendant des décennies, elle est aujourd'hui un pôle attractif et touristique qui attire tous les Algériens de toutes les wilayas. Vous pouvez donc y faire un tour, c'est une belle région aussi à découvrir, là où il fait très bon vivre. Eh bien, nous allons parler de tourisme et surtout de l'ouverture de la saison estivale. Et pour nous en parler, nous avons Monsieur Karim Chekhi parmi nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Comment ça va? Très bien. Alors, on a toujours plaisir à vous recevoir. Vous êtes le directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et depuis le 1er juin, ça y est, c'est la saison estivale qui est donc ouverte officiellement. Donc pour préparer cette saison, vous avez donc beaucoup à y travailler. Tout à fait. Bon, l'ouverture réglementaire de la saison estivale est du 1er juin jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 30 septembre. Étant donné que c'est un événement exceptionnel, la saison estivale qui coïncide surtout avec les vacances d'été. Voilà. D'où les préparatifs qui ont débuté juste la fin de la saison estivale 2018, c'est-à-dire au mois d'octobre 2019. Et étant donné que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est partie prenante dans la commission nationale intersectoriale de préparation de la saison estivale, nous nous sommes attelés à l'ouverture des plages ayant été interdites l'année précédente. Alors, pour ce faire, c'est une commission, c'est des brigades qui vont sur terrain pour voir les possibilités d'ouvrir ces nouvelles plages. Aussi, il faut savoir que le ministère du Tourisme, qui est en charge des infrastructures d'hébergement, en particulier les infrastructures hôtelières, nous nous attelons à accompagner les investisseurs pour l'ouverture de nouvelles infrastructures. Tout à fait. Il y a eu plusieurs assises cette année concernant des assises du tourisme pour justement parler de ces infrastructures, l'installation, l'investissement dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On a parlé bien sûr de la saison aussi saharienne qui a eu un bel impact comme chaque année, bien entendu. Et là, c'est l'ouverture de la saison estivale. C'est vrai, les grandes vacances, qui dit grandes vacances dit la plage, et bien entendu, et toutes ces infrastructures qui vont être ouvertes aussi incessamment. Pour certaines, c'est une ouverture prochaine, j'espère. Tout à fait. Pour parler de chiffres, l'année dernière, nous avons 410 plages ouvertes à la baignade, autorisées à la baignade. Cette année, nous envisageons qu'il y ait 49 plus, c'est-à-dire c'est 459. Jusqu'à maintenant, nous avons 424 qui sont ouvertes, autorisées, c'est-à-dire par un arrêté. Il reste 7 wilayas où ils vont nous envoyer les arrêtés d'ouverture, c'est-à-dire on compte... C'est ouverture et permise à la baignade, c'est ça, aux normes? Tout à fait, bien sûr, c'est-à-dire l'accessibilité, le nettoyage, l'eau, les cabines de déshabillage, tout ce qui est nécessaire pour l'ouverture d'une plage. D'accord. Aussi, parlant d'infrastructures aussi, nous avons une augmentation par rapport à l'année précédente, où nous aurons 84 infrastructures hôtelières qui vont rentrer en exploitation pour cette année, ce qui fait un nombre important de 839 établissements hôteliers, alors que l'année précédente, nous avons 755. 755 par exemple, on va citer quelques lieux. Quelques villes. Oui, nous avons par exemple la villa de Tizi Ouzou qui occupe cette année la première place, le premier classement, j'allais dire, en matière de nouvelles infrastructures, avec 17 établissements hôteliers. En deuxième, c'est la wilaya d'Oran avec 15. Donc la wilaya d'Oran continue à être plus en expansion, on va dire. Tout à fait. Le parc hôtelier est très important du côté d'Oran déjà. Tout à fait. Et la troisième place, le troisième classement, c'est-à-dire c'est la wilaya de Mostaganem avec 11 infrastructures nouvelles. Et puis il y a les autres wilayas. Le nombre, j'allais dire, importe. Ce qui est plus important, c'est la sécurité des estivants, aussi les infrastructures et l'environnement
des plages qui doivent être nettoyées régulièrement, C'est ça. mais aussi l'accueil des estivants. Et pour ce faire, nous avons un programme qu'on peut diviser en 3 volets. Volet hébergement, volet promotion et volet séjour. Pour cela, nous avons nos partenaires, nous avons nos entreprises sous tutelle, à savoir le groupe HTT, qui s'attelle à l'ouverture de la réhabilitation de ces infrastructures qui vont ouvrir pour cette saison-là, mais aussi pour les séjours avec l'Office national algérien du tourisme, l'ONAT, Très bien. qui s'attelle à proposer des séjours pour les groupes de jeunes ou les familles en collaboration avec les unités touristiques du groupe HTT ou du privé. C'est-à-dire c'est des conventions. Pour le volet promotion, c'est notre organisme, l'Office national du tourisme, l'ONT, par la diffusion de spots, par la vulgarisation. Télévisé, Tout à fait, à la radiophonique, radio, les bien émissions sûr. TV. Aujourd'hui, sur la toile, c'est très important aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi par la sensibilisation au niveau des plages. Sensibiliser les estivants. C'est nouveau. Chaque année, l'ONT fait ce travail-là. D'accord. Mais pour 2019, on va renforcer ces brigades-là. Aussi pour la diffusion de différents dépliants et cartes touristiques des wilayas et des plages. Il ne faut pas oublier aussi l'apport très très important des directions du tourisme et de l'artisanat des 14 wilayas côtières. C'est ça. C'est très important. Et même l'artisanat aussi, on va en parler dans un moment. Mais c'est très important parce que ça contribue aussi à l'émergence et aussi de la promotion de notre tourisme algérien. Alors, on va voir ensemble un reportage concernant justement la promotion du tourisme dans la wilaya de Tipaza. C'est une très belle wilaya aussi, très appréciée par nos visiteurs de par son site archéologique, mais pas que, ses belles plages aussi. On va voir ce reportage signé Karim Haïfa. Saison estivale qui va connaître sa vitesse de croisière avec la mise en branle des derniers préparatifs dans les communes côtières qui s'apprêtent à faire face aux rushs des vacanciers et tenter de les recevoir dans de bonnes conditions. Nous avons alloué une enveloppe financière qui vient directement du fonds des collectivités locales de l'ordre de 50 milliards pour l'aménagement de quelques plages en facilitant l'accès à ces plages avec l'installation de l'éclairage public ainsi que la création de nouveaux parkings. Il faut savoir que pour l'été 2018, 43 plages étaient ouvertes à la baignade. Pour la saison 2019, on a ouvert 5 plages supplémentaires au niveau de Bousmaïl et de Fouka. وفوكا حوالي 5 شواطئ تقدر قدرة الاستقبال بمناسبة موسم الاستياف بالنسبة للمؤسسات. La capacité d'accueil au niveau des établissements hôteliers de la wilaya est de l'ordre de 3000 lits. Quant aux centres de vacances et de loisirs ainsi que les colonies de vacances, la capacité d'accueil atteindra cette saison les 9000 lits. سوف تكون في ما يعادل حوالي 9000 سرير. L'été, c'est également la saison où les éléments de la protection civile sont sollicités jour et nuit, d'où la mobilisation de la direction régionale de la protection civile de Tipaza, de l'ensemble de son personnel, et ce, sur toutes les plages de la wilaya. Nos éléments seront présents sur les 43 plages autorisées à la baignade, avec l'appui de maîtres nageurs saisonniers, ainsi que la mobilisation de tout le matériel roulant de la protection civile, à savoir les ambulances et les camions de pompiers au niveau des principaux axes routiers fréquentés cet été par les vacanciers. L'année dernière, la wilaya de Tipaza a reçu pas moins de 6 millions de visiteurs entre juilletistes et haussiens. Cette année, avec la réouverture du complexe Tipaza Village, après une réhabilitation qui a duré plus de 4 ans, la wilaya compte attirer plus de vacanciers, notamment des étrangers. On a pu voir donc en tout cas la préparation, donc plusieurs wilayats aussi s'attellent bien sûr à préparer surtout cette saison estivale, surtout les wilayats côtières. Hein. C'est très important aussi de le signaler. On a pu voir Tipaza, c'est magnifique. On a eu la chance de visiter l'année dernière puisque nous étions en direct, nous étions au niveau de la Corne d'Or. On a vu après les travaux aussi de réaménagement et de réinstallation donc, de ce complexe. Le 7 aussi qui va être bientôt ouvert, Inch'Allah, aux visiteurs, aux touristes. C'est magnifique à voir absolument. J'espère qu'on aura l'occasion de montrer cela aux téléspectateurs bientôt.
Ouais. Tout à fait, très bientôt. Oui. C'est-à-dire que c'est un programme de réhabilitation et de rénovation des unités touristiques dépendant du groupe HTT, hôtellerie, tourisme et thermalisme. Surtout qui dit grandes vacances dit aussi l'arrivée donc des émigrés ici dans leur pays, dans leur famille et veulent profiter aussi du soleil, des plages. C'est important. Tout à fait, c'est très important, d'autant plus qu'il y a un engouement très 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 important de cette communauté pour le littoral algérien et surtout pour les complexes et les plages tout au long des 14 wilayas côtières. Tout à fait. Alors chaque année, il y a donc des concessions qui sont cédées à la privatisation. Donc comment est-ce que vous gérez cela au niveau donc, du ministère ? Très bien. Alors, pour ce qui est de la concession, ce n'est pas une privatisation. Oui. La concession, c'est une partie de la plage, pas toute la plage. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'accès à la plage est gratuit. Une partie de la plage est concédée. La concession, c'est par rapport aux prestations de services fournis. D'accord. Alors, on a l'habitude de faire... dire c'est une plage privée. De dire c'est une plage privée, voilà. Non, mettez... l'accès est garanti. Sauf que la prestation, par exemple, des parasols, des tables, des chaises, d'autres services offerts, est payant. Et ainsi que la délimitation de la partie concédée qui doit être visible. D'accord. Voilà. Aussi, pour ce qui est de la concession, je peux vous annoncer qu'il y a une instruction interministérielle qui a été signée tout à fait récemment. L'instruction interministérielle numéro 4 entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui, dans cette instruction, l'objet principal, c'est de la priorité est donnée dans la concession aux hôtels attenant aux plages, pour qu'il n'y ait pas une anarchie dans l'exploitation, l'utilisation et l'exploitation touristique de ces plages. Cette instruction vient renforcer le dispositif réglementaire en cours, à savoir prioriser les hôtels attenant aux plages pour la concession de ces parties-là. Oui. Une partie. L'infrastructure hôtelière se limite à la partie attenante de la plage. Attenante de la plage à l'hôtel. Voilà. D'accord. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que les étrangers ne pourront pas accéder s'ils ne sont pas à l'hôtel. C'est ça ? C'est pas l'accès, c'est pour sécuriser, j'allais dire entre guillemets, et pour la tranquillité, la sécurité de ceux qui sont hébergés au niveau de ces infrastructures-là pour bénéficier d'un service. Mais l'accès est toujours gratuit. Voilà, c'est la prestation qui est donnée aux baigneurs au niveau de cette concession qui est payante. Ça fait rentrer de l'argent pour l'hôtel, j'allais dire, pour les collectivités locales, mais aussi ça embellit l'environnement de la plage. Très bien. Eh bien, on va voir un autre reportage, puisque notre journaliste Manel Boutouaba s'est penché aussi sur le classement des établissements hôteliers. Donc, on va voir ensemble ce reportage et on se retrouve juste après. Les établissements objets du décret sont les hôtels, les complexes touristiques ou villages de vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais routiers, les campings touristiques et même les établissements intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie. Ce décret exécutif numéro 1958 définit les établissements hôteliers comme étant tout établissement à caractère commercial qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile et lui fournit principalement des prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées.
Le type de l'hôtel, le lieu d'implantation, les services de restauration et tous ceux liés au tourisme sont également pris en considération. Une commission de wilaya sera créée auprès du wali et se chargera du classement des établissements hôteliers. Après avoir classé les hôtels en 5 catégories allant de 5 à 1 étoile et défini les prestations qu'ils offrent, le décret exécutif en fait de même pour les autres types d'établissements. Le classement est renouvelable tous les 5 ans. Quant aux conditions et modalités d'exploitation, il faudra une autorisation d'exploitation délivrée par le wali territorialement compétent sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. Il faudra également un arrêté de classement et un agrément. La délivrance de l'agrément au gérant de la structure d'hébergement par le wali se fait sur la base notamment de son aptitude professionnelle. Il aura la responsabilité de la direction de l'établissement. À ce titre, il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de 6 mois. Pour rappel, le gouvernement avait adopté une série de projets de décrets à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Dans ce contexte, il avait adopté le 12 décembre 2018 un projet attribuant les prérogatives d'octroi des contrats de concession pour l'exploitation des établissements hôteliers, tous types confondus, ainsi que leur classification, au wali territorialement compétent. Voilà, on a pu donc comprendre et aussi voir que ce décret est sorti, comme vous le disiez. Tout à fait, c'est au niveau du journal officiel numéro 33 où on a publié les modalités de classement, d'exploitation et d'agrément du gérant des établissements hôteliers. Ça rentre dans le cadre de la décentralisation, c'est-à-dire que ce n'est plus au niveau central qu'on donne l'agrément du gérant ou l'autorisation d'exploitation ou le classement de l'établissement, mais c'est au niveau des wilayas avec une commission qui est présidée par le directeur du tourisme, le directeur chargé du tourisme au niveau de la wilaya, sous l'autorité de monsieur le wali. Tout à fait. Voilà. Et vous avez des inspecteurs pour classer ou déclasser, bien sûr, un hôtel qui ne répondrait pas aux normes. Donc, tout à fait. Ce décret-là fixe les normes, de classement, les catégories des établissements, aussi toutes les directions du tourisme et de l'artisanat ont des inspecteurs spécialisés qui contrôlent et qui ont l'aptitude pour classer un hôtel. Ça se fait régulièrement, j'allais dire d'une manière... Alors, on va parler aussi du volet formation, parce que quand on dit infrastructure hôtelière, donc c'est très important de parler aussi de cette main-d'œuvre et surtout cette manne aussi qui va recruter pour la saison estivale, j'imagine. Je crois que la saison en été des étudiants, la saison estivale est une opportunité pour les étudiants aussi d'avoir un pécule, j'allais dire. Mais aussi pour les professionnels du tourisme, les hôteliers, à recruter au niveau des différents instituts de formation en hôtellerie et en tourisme, mais aussi au niveau des centres de formation dépendant de la formation professionnelle. Et il faut savoir qu'il y a un engouement très important pour la formation tourisme et hôtellerie. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce secteur-là, avec aussi de nouvelles universités aussi qui ont vu le jour, des universités au diplôme international. Donc c'est très important aussi donc, de choisir son effectif. Vous savez, étant donné que l'Algérie doit passer à une nouvelle étape concernant le développement, j'allais dire, économique. Le secteur du tourisme a une part très importante. D'où l'utilité de former, et de former, j'allais dire, bien, professionnels. Alors, c'est pour ça que les instituts de formation dépendants de l'État, mais aussi des instituts privés qui sont en train de former dans différentes spécialités du secteur du tourisme, à savoir l'hôtellerie, la restauration, les agences de voyage. C'est tout cela. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre maintenant et dans le futur. C'est plagiste aussi, parce qu'on parle de plage énormément. Donc, des jeunes qui seront, pour la plupart, ce sont donc des vacanciers qui ont appris le métier, qui vont devoir aussi offrir des prestations nouvelles aussi aux estivants. C'est le but. C'est le but. C'est dans ce cadre-là que l'instruction
cette instruction interministérielle favorise les professionnels du tourisme, à savoir les hôteliers, à avoir la concession des plages attenantes, leur attenantes. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a aussi une chose très importante, vous avez des partenaires sur le terrain qui vous accompagnent dans la promotion donc, du tourisme algérien. Ce sont aujourd'hui des startups qui travaillent pour la promotion de la destination Algérie, qui offrent aussi, mis à part donc, les hôtels, etc., ce sont donc, des maisons d'hôtes qui sont prêtées, qui sont aussi échangées sur la toile et qui font la promotion de notre tourisme. Tout à fait, bien sûr, ça c'est avec j'allais dire le développement technologique qu'il y a maintenant, il faudrait avoir sa place dans ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aussi concernant les réseaux sociaux avec notre ministère où nous avons des pages spécialisées concernant la promotion touristique. D'accord. En tout cas, belle saison estivale qui s'apprête à nous accueillir. Inch'Allah. Inch'Allah. Espérons, oui. Avec beaucoup donc d'hôtels qui vont accueillir les estivants, les plages aussi qui seront aussi aux normes et prêtes à accueillir aussi les estivants également. Donc bonne chance. Mais merci, mais il ne faut pas oublier un volet que nous n'avons pas cité, c'est l'artisanat. Ouais. Il faut savoir que lors de la préparation de la saison estivale, nous avons pour cette année à peu près 200 manifestations, expositions artisanales par les artisans, en collaboration avec les chambres de l'artisanat et des métiers des 48 wilayas. Ce n'est pas concernant les 14 wilayas côtières, mais même les wilayas de l'intérieur et du sud vont participer à ces manifestations qui englobent à peu près 6000 artisans. D'accord. À quelle fréquence? Est-ce que ça sera au niveau de des maisons des cultures ou des très hôtels? Bien. C'est au niveau des plages elles-mêmes, au niveau des hôtels, au niveau des places publiques, au niveau des centres-villes, au niveau des jardins publics. C'est tout un programme qui a été préparé à l'avance. Voilà. En plus donc, de la DGSN et bien entendu de la Gendarmerie nationale qui vous accompagne chaque année à travers leur plan aussi, qui vont accueillir les estivants pour la sécurité, bien entendu, sur les routes, mais pas que, au niveau donc, des soirées, pourquoi pas passer donc, de bonnes vacances. D'ailleurs, je vous annonce qu'à partir du 15 juin, il y aura une brigade du ministère des cadres composée des cadres du ministère du Tourisme qui vont faire, j'allais dire l'inspection, mais voir quel est le degré d'avancement des préparatifs, mais aussi le déroulement de la saison estivale. En nous envoyant aussi à une cellule au niveau du ministère, chaque semaine, chaque 15 jours, au niveau de la commission intersectorielle, mais chaque semaine au niveau du ministère, des rapports pour y remédier aux insuffisances ou aussi pour encourager tout ce qui est nouveau. Ces brigades-là sont composées des cadres de l'inspection générale au niveau du ministère, des cadres de la direction générale du tourisme et de la direction générale de l'artisanat. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Karim Chikri, vous êtes donc directeur central au ministère du tourisme et de l'artisanat. Bonne chance pour cette saison 2019 et puis on vous dit à très bientôt. Merci. Un petit coucou, un bonjour à mes enfants, Abdelrahman, Myriam et Abdelmalek. Très bien. Merci. Et vous n'avez pas d'examen cette année? Examen du baccalauréat pour ma cousine. Alors, bonne chance. Bonne chance et bon courage à tous les bacheliers. Parfait. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Chikri. À très bientôt. On vous invite tout de suite à suivre donc, ce reportage. C'est un portrait de Hadja Khaira qu'a réalisé pour nous Nesrine Ben Saidi qui fait la destination des roses. On se retrouve juste après. C'est dans cette maison située à Koléa que nous avons rencontré El Hadja Khaira. Ici, cette dame est réputée pour la distillation des roses et des plantes, une activité qu'elle pratique depuis des années et qu'elle affectionne particulièrement. J'ai hérité cette activité de mes ancêtres. J'ai grandi dans le milieu des fleurs. C'est ici que Hadja Khaira choisit soigneusement les plantes et les fleurs qu'il faut pour chaque préparation. Pour cela, elle utilise des ustensiles très anciens
qu'elle a hérité de ses ancêtres. Je cueille chaque rose et chaque plante soigneusement. Ensuite vient l'étape de la distillation. Chaque plante est utilisée dans un domaine précis. Les roses, par exemple, sont utilisées pour faire des gâteaux, tandis que les plantes, elles sont utilisées pour soigner différentes maladies liées au changement de saison, par exemple. Dieu nous a donné une grande variété de plantes que j'essaie de préserver et je tiens à ce que mes petits-enfants continuent dans ce domaine. C'est dans sa modeste demeure, qu'elle qualifie de royaume des fleurs, que Hadja Khaira met tout son savoir-faire et consacre tout son temps pour la distillation des roses et des plantes, une activité qu'elle tient absolument à transmettre à ses petits-enfants. Annoncé en sommaire, on a la chance d'avoir des concurrents et surtout des gagnants et qui ont remporté la première place à un concours international des technologies de l'information et de la communication, des TIC on va dire, et surtout ceux qui ont remporté cette coupe, ils sont parmi nous. Les étudiants en tout cas, ils sont là, bravo à vous, merci d'être là. On va vous présenter un à un. Alors Mohamed Anis Aguida, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue parmi nous. Merci, monsieur. Alors, vous êtes étudiant à l'ISI informatique, c'est ça? Une école très prestigieuse. Je suis en 4e année, option système d'informatique. Bienvenue en tout cas, bravo. Merci. Walid Bousna, bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Vous êtes étudiant à Babzouar, vous êtes en Master 2, c'est ça? Oui, je suis en Master 2, option réseau et système distribué. Et Mohamed Zindine Ben Tarfaya, c'est cela? Oui. Bienvenue. Merci. Vous êtes vous aussi étudiant à Babzouar, oui. 3e année, licence, c'est ça? Licence, 3e année en génie télécom et réseau. Très bien. Et pour nous accompagner, on a un des enseignants qui a accompagné donc ces étudiants à ce concours. Il s'agit de Nasser Hamani. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes enseignant à l'ISI, c'est ça? Oui, je suis enseignant à l'ISI dans la spécialité système et réseau et je suis également instructeur dans Huawei Academy. Très bien. En tout cas, bravo pour vous, puisque vous avez participé à faire donc émerger encore une fois l'emblème national et surtout montrer les capacités de nos étudiants, des Algériens formés ici en Algérie qui ont pu aussi concourir à travers donc un concours international, confronté à plusieurs nationalités, 61 pays, c'est cela? Oui, c'est 61 pays. Voilà. Et plus de 100 000 étudiants. 100 000 étudiants. Ouais, c'était donc un concours très important. Comment est-ce que vous avez fait participer ces jeunes? Parlez-nous. Bon, en fait, il y avait tout d'abord Huawei qui s'est rapproché des universités. Donc, en fait, en Algérie, il y a Huawei a créé 4 académies. Oui. Une au niveau de l'ISI, de notre école, une autre au niveau de l'USTHB, une autre au niveau de l'EMPTIC de Calitus et au niveau également de l'ENTTIC de Oran.
Donc Huawei s'est rapproché de l'université, elle a fait la promotion de ce concours. Il y avait un concours national déjà qui s'est passé au niveau des universités. Il y avait à peu près 400 étudiants. Parmi les 400 étudiants, ils ont sélectionné les 5 premiers de chaque académie, de chaque université. Ces 20 étudiants ont passé un concours national au niveau de Huawei Algérie. Donc c'est un concours sur les technologies de Huawei, c'est un lab sur simulateur. Après, bien sûr, ils ont sélectionné les 3 premiers. Donc, il y avait le premier titre qui est de Aguida, et après Walid Boussina et Mohamed Ben Tarfaï. Voilà. Alors, parlez-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu cette expérience en tant qu'étudiant déjà, participer pour la première fois à un concours? Oui. Bien sûr, c'est notre première expérience à l'international. Déjà, le fait d'avoir participé dans une compétition internationale et représenter les couleurs de notre pays, c'est déjà quelque chose. Exactement. Et on a pu échanger avec des étudiants venus du monde entier. Ça nous a permis d'échanger au niveau culturel et aussi au niveau académique. Bien sûr. On a évalué aussi votre instruction. Exactement. On a vu que l'Algérie a son mot à dire à l'international. Et bien sûr, décrocher la première place, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et nous sommes très contents. Et vous avez carrément mis en application tout ce que vous avez appris, c'est cela en fait. Exactement. En dehors des cours, en dehors des examens académiques au niveau de l'université, là vous avez été confronté à la réalité. Exactement. Utiliser votre savoir dans la réalité. Huawei nous a poussé à fournir un effort personnel pour évoluer au niveau professionnel. Car à l'université, on évolue beaucoup au niveau académique, mais grâce à Huawei et cette compétition, on a pu évoluer au niveau professionnel. Huawei a fourni à travers sa plateforme tous les documents pour étudier et bien sûr se préparer pour l'examen. Et alhamdoulilah, on a prouvé que l'Algérie a son mot à dire dans le domaine des TIC face à de gros pays comme la Grande-Bretagne, l'Inde et la Chine. Tout à fait. Bravo en tout cas à la Chine qui vous a accueilli pour ce concours, n'est-ce pas? Vous êtes parti. Vous connaissiez avant? Non. Entre vous, par exemple, Bebzoua? Non. Non plus. Avant la compétition, non. D'accord. Et vous avez travaillé ensuite ensemble? Exactement. Oui. On a travaillé ensemble à travers un groupe sur Facebook. Donc, on se parlait presque tous les jours. D'accord. Et toutes les semaines, on faisait une conférence sur Skype pour discuter sur les points qu'on doit étudier et les points qu'on doit perfectionner pour la compétition. Voilà. Expliquez-nous un petit peu ce qu'était en fait l'enjeu de ce concours. Bon, la compétition, c'était dans le network track. Donc, c'est le network. C'est le network. C'est routing and switching, sécurité et wireless. D'accord. Donc, on a قسمنا les tâches ديالنا. Chacun a ses tâches. وكانت في الكومبيتيسيون كانت عندنا une confiance totale entre nous. Donc vous aviez confiance les uns des autres, c'est-à-dire les compétences de chacun. Vous saviez que chacun était donc compétent dans son domaine. Exactement. Donc chacun a ses tâches à faire dans la compétition. انا ما نقدرش نفيريفي لي طاش كي في مون امي. داكور. دونك درنا الكومبيتيسيون ساكن سي طاش قبل الكومبيتيسيون كان على بالنا واش نبريباريو. دونك في الكومبيتيسيون شاكان دار لي طاش ديالو كملنا وخرجنا. Très bien. ما كاينش واحد فيريفي لي طاش تاع لوطر. Waouh. دونك كانت confiance totale. Il fallait absolument. Dans des compétitions de cette envergure, il ne faut pas parler du niveau parce que presque tous les étudiants ont presque le même niveau. Parce qu'arriver jusqu'à là, donc, notre concurrent il a un très bon niveau. Donc ça s'est joué plus sur la coordination et surtout la stratégie. Parce que, alhamdoulilah, on a bien géré notre temps et on a eu des conseils de notre tuteur. Très bien. Il nous a bien Il fallait un temps, justement. Exactement, parce que c'était un lab de 8 heures avec une pause d'une demi-heure pour la pause déjeuner. Seulement une demi-heure. Oui. C'est beaucoup, hein? Exactement. Vous étiez vidé après à la fin. Surtout dans le Ramadan. En plus, en plus, oulala, bravo encore, supplémentaire
parce que vous aviez été amoindri en fait. Vous n'aviez pas toutes les capacités puisque vous étiez peut-être fatigué par Ramadan, Siam et tout. J'imagine. Alors comment c'était? Alhamdulillah. Alors vous étiez aussi dans cet univers avec ces jeunes, ceux qui étaient nombreux venus concourir aussi pour ce concours et c'était important ce challenge. C'est très important de savoir, d'avoir cette comment dire, en fait, cette compétition, oui. Oui, d'avoir décroché la première place dans le monde. Comment dire, c'est against the best class talent in the world. Ah, c'est magnifique. Yeah. Aujourd'hui, vous êtes différents, hein? Vous êtes revenus différents. Oui. Et puis vous avez de nouveaux amis aujourd'hui. Bien sûr. Ça y est, c'est à vie. Ah, c'est à vie, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et vous êtes prêts à passer d'autres concours, pourquoi pas? D'autres concours et d'autres travail, un boulot avec des projets, Inch'Allah. Des projets avec. Alors, quand vous avez été, donc, on va dire, pris pour ce concours, vous avez su que vous allez vous allez partir en Chine. Comment est-ce que vous avez préparé les choses? Bon. Vous avez pris avec vous vos bouquins ou de la documentation? C'est toujours... La préparation s'est faite avant la compétition. D'accord. Donc vous saviez que vous alliez avoir, par exemple, telle et telle thématique. Exactement, parce que Huawei a déjà fourni la documentation et aussi un training en ligne, donc avec un expert. Après ça, on a étudié, tous les membres de l'équipe ont étudié toutes les tâches. Après, on s'est distribué les tâches, chacun se spécialise dans un domaine. Comme ça, quand la compétition débute, chacun va faire ses tâches et à la fin, tout... Vous étiez stressé en partant d'Algérie? Oui, un peu. Déjà parce que la Chine a remporté déjà 4 fois de suite cette compétition. Donc, c'était vraiment... Et les battre sur leur terrain, c'était encore plus excitant, j'imagine. Exactement. Bon, notre devise avant de partir, on s'est dit si la Chine est première avec 1000 points, alors l'Algérie aussi aura 1000 points. Waouh, bravo! Vous étiez confiant. Même on ne peut pas classer les premiers. Non, c'était pas de la confiance en soi exactement, mais on voulait faire quelque chose. On voulait pas revenir les mains vides, car c'était une année très longue et on a vraiment préparé. On a même délaissé nos cours. Surtout les premiers examens de Huawei étaient dans la période des interrogations. Donc, vous étiez partagé entre l'année universitaire, bien sûr, vos examens, vos modules, etc. Exactement. Et ce concours. Vous l'avez vraiment pris à cœur et vous avez eu raison de le faire. Oui. Ouais, vous n'avez pas de regret, justement. Aucun. Bien au contraire. Exact. Voilà. On parle un petit peu de cette formation, de cette préparation. Vous étiez là au tout début, bien sûr, pour les préparer, les emmener. C'est la première fois que les Algériens participent? Exactement. Donc, l'Algérie participe pour la première fois dans la compétition, dans le concours mondial de Huawei Academy. Et bien sûr, nos étudiants ont pu décrocher le premier prix dès la première participation. En fait, pour les préparations, comme les étudiants l'ont déjà signalé, ils ont fait une préparation, une self-préparation, donc ils se sont préparés tout seuls. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont trouvé le moyen de s'organiser, de répartir des tâches convenablement pour pouvoir préparer Ils étaient bien organisés. Cet événement, exactement, très bien organisé. À ce stade de la compétition, moi, en tant que formateur, je n'ai pas à apporter grand-chose aux étudiants. Ils étaient très bien préparés avec les différentes simulations qu'ils ont fait tout seuls. Mon rôle, c'était surtout de les assister, d'essayer de dégager le stress, qu'ils s'organisent mieux le jour de l'examen, qu'ils ne perdent pas de sang-froid. Parce qu'en fait, c'est vrai que nos étudiants ont fait des préparations sur des simulations, sur un PC, toute la topologie est là. Il faut également signaler que le lab, c'est un lab de 8 heures. Et il y avait plusieurs équipements à configurer, 8 routeurs, 4 switches, 2 firewalls, 2 points d'accès, 2 contrôleurs de points d'accès. On ne maîtrise pas automatiquement. Le téléspectateur ne va pas comprendre tout ça, mais vous êtes là pour expliquer, bien sûr. Exactement. Ils l'ont fait
sur du matériel réel, dans un environnement réel. Donc, mon objectif, ma tâche avant la compétition, c'est de leur transmettre un petit peu de ma petite expérience dans la gestion des réseaux. Donc, comment par exemple faire un câblage rapide sans faire des erreurs, comment pouvoir gérer l'accès à ces équipements, parce qu'il y a plusieurs équipements, ils sont 3, donc chacun il peut accéder ou bien plusieurs étudiants peuvent accéder au même équipement à la fois. Donc c'était à peu près ça, mais sinon, côté compétences au niveau des réseaux et de la sécurité, j'avais rien à leur apporter, ils étaient déjà préparés. Voilà, en tout cas, bravo à vous parce que vous avez apporté cette sérénité qu'ils avaient besoin pour pouvoir exploser dans ce qu'ils sont le mieux à faire. Hein. C'est ce qu'ils ont eu de mieux à faire, bien entendu. 8 heures donc, de compétition, c'est énorme, c'est ça? C'est pas rien. Et puis avec d'autres 100 000 étudiants autres qui ont été tout comme vous? Non, il faut savoir que... Il y a eu des éliminations après? Exactement. D'accord. Déjà, le premier examen, c'était au niveau des universités. Oui. C'était un examen théorique de 60 questions. Oui. Donc, après ça, on a fait un examen au niveau national. C'est un examen pratique. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure. Exactement. Oui. Donc, on sélectionne le pays. Après, on trie les pays par région. Par exemple, le Nord-Afrique, l'Afrique centrale. Par exemple, le Middle East, c'est le Moyen-Orient. L'Europe, l'Asie. Et l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Donc, ils ont trié par région et ils ont sélectionné 5 ou 6 pays par région. Ça dépend le continent. Et pour l'Afrique du Nord, c'était l'Algérie? Là, pour l'Afrique du Nord, c'était l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie et le Sénégal. Très bien. Donc, on est les seuls pays à avoir donc représenté l'Afrique du Nord. Exactement. Et remporter donc ce concours international et surtout battre la Chine sur son propre terrain. Après 4 victoires consécutives. Waouh! Et ils ont pris comment ça, les choses? Je ne sais pas. Ça n'a pas été cherché. Comment est-ce que ça s'est passé, cette victoire finalement? Quand on vous a annoncé, comment s'est faite l'annonce? Bon, déjà... Nous-mêmes, on n'y a pas cru. Il y avait seulement notre tuteur qui a compris, qui a cru en nous jusqu'au bout. Oui. Donc, en fait, comme bien sûr, j'avais confiance en leurs compétences, quand ils annonçaient les résultats, ils commençaient par le 3e prix. Donc il y avait 4 billets à sélectionner pour le 3e prix. Donc on n'était pas parmi les 4 premiers, les 4 troisième places. Oui. Ils annoncent la 2e place, on n'est pas dans la 2e place. Oui. Donc tout le monde commençait à stresser. Mais personnellement, j'avais toujours gardé espoir parce que je savais que... Et quand ils ont terminé l'examen, on a parlé, donc d'après ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vraiment raté grand-chose, c'était juste quelques petites sauvegardes qu'ils ont omis, mais sinon, ils ont pratiquement fait tout le lab. Donc à partir de là, j'avais vraiment espoir d'avoir la première place. C'était comment la joie? C'est de la folie. C'était de la folie. C'est un souvenir inoubliable. Exactement. J'imagine. Déjà, pas seulement la compétition, déjà d'avoir visité la Chine, une autre culture très différente de la nôtre. Tout à fait. Découvrir. C'est une très belle expérience que vous souhaitez à d'autres étudiants aussi. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, pour partager notre expérience pour l'année prochaine. Très bien. Je crois que cette victoire n'est pas pour nous, c'est pour les générations à venir, car nous, on ne peut plus participer à la compétition. D'accord. Vous avez le droit qu'une seule fois? Exactement, parce que non, si tu gagnes, tu ne participes plus. Ah, d'accord. Car après, ça ne sera pas très... En tout cas, une belle expérience pour votre cursus universitaire. Et puis, vous avez tout à voir sur votre CV. Oui. C'est une belle médaille. Déjà, Huawei nous a permis de faire un stage chez elle. Très bien. Les 3 premiers... Déjà, pas seulement les 3 premiers. Ils ont sélectionné 33 personnes des académies pour un stage. Très bien. Alors, un dernier mot rapide pour chacun. Allez-y. Allez-y, تفضل. يعطيكم الصحة. مبروك عليكم. Merci. Un conseil les étudiants que مادام حنا لحقنا لهذا البوان دونك كاع لي étudiants يقدروا يديروها. ماشي عفسه سي فري سي ديفيسيل mais c'est pas impossible. Très bien. En tout cas, merci à vous et bonne chance. Merci. Dernier mot. Bon, cette victoire est destinée pour le peuple algérien du tout. C'est pas pour nous seulement. Et bon, comme il a dit,
c'est difficile, mais c'est pas impossible. Il n'y a pas une chose qui est impossible. Encore une fois, bravo à vous et puis bonne chance pour votre cursus encore qui continue et puis pourquoi pas probablement pour votre avenir professionnel aussi. Merci à vous, l'enseignant et surtout celui qui a toujours cru en vous, qui vous a encouragé. Merci beaucoup. Je vous remercie tout d'abord. Je tiens à féliciter nos étudiants devant les caméras de la télévision algérienne. Donc, une chose à dire, c'est que l'examen, c'était vraiment un examen difficile qu'ils ont accompli et ils ont eu la première place au niveau mondial. Donc, c'était difficile, mais ce n'était pas impossible pour eux. Je tiens également à signaler que nos étudiants, soit les gagnants ou bien les autres étudiants qui ont participé au concours national de Huawei Academy, cette participation va leur ouvrir des opportunités. Déjà, de croire en eux aussi davantage. Voilà. Déjà, ils sont en stage dans le géant Huawei. Et là, ça va leur permettre d'avoir plus d'opportunités pour leur vie professionnelle. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Bonne chance à vous. Et puis, bon courage pour le reste. Merci. Eh bien, on va continuer. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes avec Badji Bahri. On se retrouve juste après.
Voilà, ça met du punch d'écouter une chanson donc avec la mer, bien entendu, et c'est la saison estivale qui, ça y est ouverte, donc profitez du beau temps et surtout de la plage. Eh bien, on accueille, comme il se doit, un artiste, on va faire connaissance aussi avec sa musique, son univers musical. Quand on dit Bachali, il y a le père, le fils et le frère. On va les présenter, on présente en tout cas un des frères. Il s'agit donc de Sofiane Bachali qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah yasselmak. Merci ça de va? moi. Très très bien. Parfait. C'est un plaisir de passer sur Canal Algérie. Oui, parce que c'est une première pour moi. Oui. Et je tiens à vous remercier pour l'invitation. Comme je l'ai dit, on connaissait le papa, qui est donc un défenseur de notre culture. Exactement. Lui qui a toujours accompagné donc, ses actions à travers l'association France-Algérie de Loire-Atlantique. Il était là pour apporter beaucoup de choses concernant notre communauté algérienne à l'étranger, mais pas que, et puisqu'il faisait des visites ici en Algérie très souvent. Votre frère, Nassim aussi, qui est dans la musique, qu'on a eu plaisir aussi à recevoir dans le domaine donc, musical. Lui, c'est le rail et la musique. C'est le puriste du rail, du rail, voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est vous, en fait, qui l'avez poussé à verser vers la musique. Alors, poussé, non, en fait, c'est ma grand-mère qui nous avait... le grand frère. Voilà, je suis le grand frère. Et, mais on a commencé à le Mousselia ensemble. D'accord. On a été initiés par ma grand-mère. Et bon, ça a été un peu les montagnes russes. On a arrêté, on a repris. Et une fois installés en France, on a repris tous les deux la musique. Donc on a commencé à Nantes, on a eu une formation. On est allé s'installer en Angleterre où on a développé notre musique et tout ça. Et après, chacun a suivi son chemin. Lui est plus resté vraiment dans la musique. Moi, c'est plus une passion. J'ai arrêté à un moment parce que je me suis consacré à ma vie professionnelle. Et il n'y a pas très longtemps, juste par hasard, je suis allé dans un resto à Paris avec des musiciens. On m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas? Tu as une jolie voix, c'est pas mal ce que tu fais. Et donc voilà, ça m'a vraiment poussé à revenir. Voilà. Mais c'est plus par passion. J'attends rien de la musique, je suis au service de la musique. Et c'est surtout pour faire découvrir aussi notre culture, pas à la communauté algérienne, mais à d'autres communautés. Surtout quand c'est difficile, puisque en ce moment vous êtes à Prague. Donc la communauté algérienne à Prague est un petit peu... Alors il y en a pas beaucoup. Je salue d'ailleurs tous les Algériens de Prague et je leur souhaite une très très bonne fête de l'Aïd. Donc la communauté n'est pas importante. Il y en a peu, mais il faut savoir que les Tchèques, il y a pas mal de Français aussi, s'intéressent beaucoup à notre communauté, à notre culture musicale. Donc j'ai déjà joué à l'Institut français, j'ai joué au lycée français, et le lycée français aussi a organisé un talent show où j'ai été invité. Et j'ai aussi participé à une petite soirée avec, j'ai découvert un Algérien à Prague qui joue du mandol, que je salue, Hugo, et qui est un excellent musicien. Et il y avait différentes cultures internationales. Donc on a représenté l'Algérie. Et on a été félicités. On n'a pas eu de prix, mais voilà, c'était une jam session et les gens ont adoré. Alors justement, la particularité de votre musique, vous la faites par passion, donc il y a eu des fusions et vous faites justement, vous recherchez ce genre de fusion. Exactement. Alors il y a deux choses. C'est que moi j'ai commencé dans l'andalou. Je suis un fervent amateur de Chabi aussi, mais j'écoute de tout. Et en ayant repris, on va dire, cette petite carrière d'artiste, je me suis dit, il faudrait pas apporter quelque chose de nouveau parce que beaucoup avant moi l'ont fait, mais il y a des sonorités qui me parlent et qui me touchent. Donc j'essaye de reprendre de vieux morceaux de Ntawana, de leur donner d'autres sonorités, de jouer avec d'autres musiciens, de les initier à la musique algérienne. Et c'est un genre d'échange. Voilà. C'est ça. Prendre et donner. Tout à fait. Et là, vous êtes en pleine préparation de votre album. Alors, je suis en train de préparer. C'est pas un album, parce qu'un album, ça prend beaucoup de temps. Je veux faire les choses posément. C'est plutôt un single. Et je lance d'ailleurs un appel. Je recherche un parolier. Il me manque un parolier. Parce que je sais pas écrire. Et je cherche quelque chose, mais par contre, attention, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Ben voilà, c'est un appel. Donc voilà, c'est un appel aujourd'hui. J'ai l'occasion d'être à Alger. S'il y a un parolier, je suis preneur. Très bien. Voilà. On va écouter un premier extrait. Vous faites une reprise. D'ailleurs, les deux sont des reprises, exactement. Un grand maître de la chanson Cherbi, Ahmed Harachi. Voilà, bien sûr. Et c'est une chanson aussi qui a beaucoup voyagé. Exact. Et ça, c'est pour tous ceux qui nous regardent de l'autre côté et qui sont en manque peut-être de leur pays et qui veulent entendre ces sonorités donc, de Cherbi. On écoute.
يا الراية وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلكم ليه يا الراية وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Voilà, une autre sonorité donc, de Ya Rayah, avec bien entendu, ça c'est exceptionnel, tous les musiciens sont tchèques. Tous les musiciens sont tchèques. Voilà. Donc, ils ont réussi à transmettre un petit peu cette aura de la musique en plus algérienne. j'ai été étonné parce que ils ont vraiment adoré. Ils sont rentrés dans le bain et moi j'avais mes morceaux qui étaient écrits en arabe, donc ils regardaient, ils comprenaient pas, j'essayais de leur expliquer. Bon, je parle pas tchèque, je parle anglais. Il y a eu donc je leur expliquais, ils étaient impressionnés par l'écriture et par cette culture algérienne qu'ils ne connaissaient pas. Alors c'est vrai qu'à Prague, il y a eu quand même Rachid Taha, Soued Massi et Kamal Harachi, que je salue au passage. Ils sont allés à Prague, Khaled aussi, mais ils sont vraiment fervents et veulent découvrir cette culture. Parce que c'est, alors quand ils ont vu, parce que j'ai joué du mandol sur Rayah, alors quand ils ont vu le mandol... Et qui connaissent pas vraiment. Qui connaissent pas, c'était... C'est très fréquent dans leur musique. Exactement, ouais. Donc c'était pour eux, c'était nouveau, le son était nouveau, la façon de l'instrument était nouvelle. Donc ils étaient éblouis, et puis moi j'ai appris d'eux, et eux ont appris de moi, et on continue à travailler ensemble. Et de voir cette fusion entre le banjo et la musique algérienne aussi, c'est assez original. Exactement. Que Dahman Harachi a très bien aussi introduit. Je crois que c'est notre instrument clé dans la musique andalouse et musique shabi. On ne peut pas se passer de cet instrument. Alors, je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très important pour la communauté. Vous avez vécu à l'étranger, vous avez donc fait des études, et pourtant la culture est très présente chez vous. La culture algérienne est très présente. Alors, je vais dire quelque chose de simple. Où qu'on aille dans le monde, l'Algérie est dans le sang. J'en parle et j'ai des frissons. On ne peut pas se passer de notre culture, même si toutes les autres cultures sont belles. Mais je ne dirais pas que la nôtre est meilleure, mais elle apporte de la couleur, de la joie, de la gaieté. Elle est profonde. Et elle est profonde. Voilà. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc c'est pourquoi vous êtes là pour essayer de raviver là où vous êtes aujourd'hui et faire rayonner la culture algérienne. C'est exactement ça. C'est un peu j'ai envie de rendre aussi un hommage à mon papa. J'essaye de continuer sur ses traces. Parce qu'il a toujours œuvré et milité pour que la culture algérienne ait sa place dans le monde. Il l'a fait à son niveau à lui, comme d'autres le font à leur niveau. Moi, j'essaye aussi de le faire à mon niveau. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons de montrer que l'Algérie existe, que l'Algérie est belle et que l'Algérie a une très très belle culture. Tout à fait. Alors, parlez aussi de votre actualité. Après la sortie du single, il va y avoir aussi des déplacements, donc peut-être des festivals. Alors, des festivals, j'en fais. D'ailleurs, j'en ai un le 22 juin. On a été contacté par la mairie de Rouen pour la communauté algérienne. Donc, je fais pas mal de soirées à Paris. Je joue pas mal à Paris. Je salue tous les Parisiens qui viennent me voir. Karim du Royal Est. Mais pour le moment, je ne veux pas faire de grosses scènes parce que j'en ai pas encore les capacités. Voilà. Pour moi, un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui doit présenter quelque chose de propre. On ne monte pas sur une scène juste pour faire de la scène. C'est pour ça que là, j'ai fait quelques reprises parce que moi aussi, je me cherche. J'aime toutes les musiques et c'est difficile de trouver aussi sa voix. Alors, le shabi, c'est très bien, mais peut-être que je ne le fais pas à la perfection. Donc, j'essaye de trouver aussi mon petit chemin. Et en attendant, vous cherchez un parolier. Et en attendant, je cherche un parolier parce que je sais ce que je veux. Voilà, avec mes musiciens, parce que j'ai mes musiciens à Paris quand même, que je salue très très fort, qui m'ont soutenu à fond. Et on a ce projet-là, mais il me manque aujourd'hui un parolier. Voilà. Ouais, c'est très important aussi. Bien sûr que c'est très important parce que à travers la musique, on raconte une histoire où on exprime quelque chose. On peut exprimer sa joie, comme on peut exprimer sa douleur. Et moi, j'ai envie d'exprimer
Les états d'âme, voilà, on va mes dire. états d'âme d'Algériens qui vivent à l'étranger. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite bonne chance et puis vous allez revenir avec votre single. Inch'Allah, promis, je vous recontacterai. Oui. Très bien, bonne chance pour les festivals, bien entendu. Beaucoup. Alors, je rappelle, Sofiane Bachali, on a pu écouter votre univers musical. Vous êtes toujours dans la fusion entre la musique algérienne et la musique aussi universelle. Bonne chance à vous, un dernier mot un dernier mot, je passe le bonjour à toute ma famille, mes enfants, ma femme, ma maman, mes frangins, surtout mes musiciens qui me soutiennent et à tous mes amis dans le monde entier. Je ne citerai pas de nom comme ça, Wahed Meiza Falia. Voilà. Et je vous remercie pour l'invitation à Tekmsaha. C'est le mec. Merci beaucoup, Sofiane Bachali. À très bientôt. Bonne chance pour votre carrière musicale et professionnelle aussi. On vous dit à très bientôt. Inch'Allah. Merci. Voilà. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Excellente journée. Et puis à demain, 9h, 10h30, avec le reste donc, de l'équipe du Bonjour d'Algérie, Mahrez notamment. Au revoir.